à tous. Ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui assez rapidement, c'est ce qui s'est passé en fait la semaine dernière, l'énorme correction qu'on a eue, historique, voir un peu ce qui s'est passé concrètement, qu'est-ce qui a engendré ça. Je vais passer assez rapidement parce qu'on sait tous plus ou moins déjà ce qui s'est passé. Et puis, de toute façon, on ne sait pas dans quelle mesure, fondamentalement, ce marché est manipulé. Donc, c'est difficile à déterminer. Du coup, je ne vais pas non plus trop m'attarder sur les conséquences, sur les causes. Je pense que ce qui est important, c'est de voir un peu ce qui peut se passer maintenant à court et moyen long terme. C'est de voir un peu ce que nous disent justement, ce que nous disent ce qu'on a peut extraire en fait, les indicateurs ce qu'on peut extraire des indicateurs on-chain, ce qu'on peut dire, ce que la blockchain nous dit de la façon dont le réseau se comporte actuellement, donc dans ce marché haussier par rapport à celui de 2017 et de 2013. Donc, rapidement, en fait, voilà, ce qui s'est passé, comme vous le savez, effectivement, donc, il y a eu une série de tweets, mais ça, à la rigueur, les tweets, je pense que c'est pas vraiment ce qu'il y a. Ça, dans un premier temps, effectivement, ça a engendré une chute. Effectivement, bon, je pense pas que Elon Musk se soit mis en valeur en découvrant sur le tard, ou en tout cas donnant l'impression de découvrir que le Bitcoin polluait et donc ça a nuisé à sa réputation. En tout cas, il y a un rapport de la Chine qui est clair. La Chine avait déjà à plusieurs reprises, en fait, dans tous les marchés haussiers en 2013-2017, la Chine s'est positionnée en disant que à chaque fois, en fait, que le Bitcoin et que les crypto-monnaies chauffaient un peu trop, la Chine vient se positionner en disant attention, on va réglementer, attention, cette fois on réglemente et maintenant, attention, on applique la réglementation. Donc, vu comme les mineurs ont réagi, c'est relativement, je pense, assez sérieux puisque donc les mineurs chinois ont quand même pris des mesures réelles. On voit aussi que l'Iran, en fait, donc s'est positionné, on a profité pour se positionner en disant que voilà, ils allaient interdire le minage pendant 4 mois, donc jusqu'en septembre. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Iran, c'est 4% en gros du hash rate, la Chine, c'est 65%. Donc on atteint quand même 70% du hash rate. Le hash rate, c'est la puissance de calcul sur le réseau, c'est-à-dire c'est les ordinateurs qui participent au mécanisme de consensus, au mécanisme du minage, du Bitcoin. Et donc, en gros, les machines, les machines sont basées, 70% des machines sont basées en Chine et en Iran. Donc, c'est quand même, c'est pas rien. Et potentiellement, ça peut effectivement avoir un impact si le hash rate baisse trop rapidement. Je vais pas rentrer dans trop de détails, je vais y venir rapidement, mais voilà, c'est quand même deux news qui ne sont pas innocentes. Enfin, c'est des news importantes. Je veux dire, c'est pour un réseau comme le Bitcoin. Donc voilà, il y a la Mongolie qui a commencé à vraiment émettre des règles très précises. Je pense que vous êtes tous au courant de tout ça, donc je vais passer rapidement, mais c'était en Mongolie que se situait le gros en fait du minage parce que il y a pas mal en fait, de barrages et l'électricité est assez peu chère, donc en Mongolie et dans le Sichuan. Voilà, la Mongolie s'est immédiatement positionnée en disant qu'elle allait vraiment interdire, en tout cas à toutes les personnes qui pouvaient intervenir de près ou de loin dans l'économie du minage, de les menacer finalement de sanctions. Donc vraiment, ils neutralisent l'écosystème dans son ensemble. Ce n'est pas seulement l'interdiction en elle-même. Mais à côté de ça, on a donc après le crash du 19 de la semaine dernière, on a quand même pas mal de milliardaires qui ont commencé à se positionner, qui sont revenus se positionner. Alors c'est quand même voilà, on a Carl Icahn qui nous dit qu'il a acheté des bitcoins. On a aussi donc Mark Cuban qui se positionne sur la layer 2 en fait d'Ethereum, donc Polygon. On se demande un peu, ils ajoutent un peu à la confusion, moi je trouve, finalement de tout ça donc ça, on a Ray Dalio aussi qui dit que finalement il en détient. On a Goldman maintenant qui dit que voilà, les Ethers ont plus d'utilité ou pourraient battre le Bitcoin. En fait, la semaine dernière, on a eu un bruit de fond comme ça, assez un peu bizarre. Et Guggenheim aussi commençait à dire voilà, finalement les Ethers, comme s'ils découvraient quoi, que effectivement les Ethers avaient une utilité. Moi, ça me fait parfois un peu rigoler, de voir tous ces gens qui découvrent un peu l'univers des cryptos et qui c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, voilà, ils se mettent pas toujours en valeur. Mais donc, il y en a certains qui parlent. Donc, Goldman parle notamment d'un flippening, potentiellement de la market cap, en gros, des Ethers qui pourraient surpasser celle du Bitcoin. Ça, c'est vraiment à démontrer. En tout cas, si on ajoute la market cap de toutes les applications décentralisées actuellement construites sur Ethereum, c'est déjà le cas en tout cas. Donc,
l'écosystème Ethereum est déjà plus important que le Bitcoin. C'est pas, ça fait un moment. Donc, est-ce que les Ethers eux-mêmes vont dépasser le Bitcoin? Il y a encore de la marge, à mon avis. En tout cas, on voit clairement. C'est un peu, je fais juste un peu le contexte parce que je pense que c'est assez important de voir que en fait, on voit que les Ethers, en tout cas, ont un intérêt de la part des instits. On voit ça, c'est les adresses avec 10 000 Ethers minimum. Ça, c'est les adresses avec 1000 Bitcoin. On voit qu'elles sont en déclin en fait depuis un moment déjà, depuis en fait le début de l'année. Et on voit par contre les Ethers qui commencent à prendre le dessus, euh, malgré ce qui vient de se passer en fait. On voit bien qu'il y a des volumes aussi beaucoup plus importants en fait, pas beaucoup, mais plus importants en tout cas sur les Ethers en ce moment que sur le Bitcoin. Il y a aussi un intérêt des retail. Bon, tout ça va évidemment se calmer, hein, c'est en train de se calmer, évidemment. Ça, c'était après le crash, malgré tout. On va le voir, mais je pense que de toute façon, le crash a sonné pas mal de monde et que, en particulier celui des Ethers, je pense. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que au final, vous voyez, c'est un peu les différentes périodes où il y a eu des crashs. Hein. Donc là, on est à la fin du marché baissier, hein, donc début 2019. On a le crash du Covid ici. Et en gros, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, on a un crash de 50% du Bitcoin, de 60% des Ethers. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au final, ça représente quoi? Ça représente 9% en fait, de la market cap. C'est un crash qui n'est pas si vieux, enfin, qui est violent. Hein. C'est le plus violent de l'histoire en une journée, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est en termes, en fait, le Bitcoin avait tellement augmenté depuis fin octobre, depuis septembre 2020, enfin, en gros, depuis le crash du Covid, que finalement, on a une correction majeure, mais qui n'est pas aussi, en fait, qui est quasiment proportionnelle à la croissance qu'on a connue depuis 6 mois. En fait. Vous savez, en 2017, on avait, vous voyez ma souris ou pas d'ailleurs? Non, on voit pas la souris, non. Tu vois pas la souris là? Ok, bon, c'est important. Ok, bah alors en fait, sur le côté, là, vous voyez, sur le marché haussier de 2017, vous voyez, il y avait eu des corrections de tout entre 30 et 40%. Il y en avait eu 1, 2, 3, en fait, 4. Et nous, on n'avait eu quasiment aucune correction dans ce marché haussier, que des corrections de 20%. Donc, effectivement, c'est pas. Attends, je vais essayer de voir si je peux mettre la souris, parce que ça va être. Ouais. Je peux modifier peut-être l'affichage si tu veux. Peut-être, ouais. Je l'ai mis en standard, peut-être que ça te change quelque chose. Dites-moi si vous la voyez, en fait, vous. Toujours pas. Toujours pas sur l'écran, ok. Pas mieux. Ah, attends. Là, j'ai cliqué sur la souris, c'est bon ou pas, là? Toujours pas? Bon, c'est un truc qu'il faudra qu'on. Ok, c'est un truc qu'il faudra qu'on règle, ok. C'est ça, ok. Donc, voilà. Oui, donc finalement, toute proportion gardée, ça reste un crash qui est relativement. Voilà. Qui est relativement faible. Ce qui est intéressant juste de voir, c'est que dans ce crash, en fait, on s'aperçoit, c'est que donc ça, c'est les hodl wave. Hein, ça permet de savoir, vous voyez ici en haut du graphique, vous avez un peu ça représente toutes les couches en fonction de la détention des tokens. En fait, ça permet de savoir ceux qui détiennent le pourcentage de personnes qui détiennent les tokens entre 1 heure, 1 heure à 2 à 24 heures, un jour, une semaine, un mois et ainsi de suite. Et donc ça permet surtout de comparer le comportement des personnes qui détiennent longtemps par rapport à celles qui viennent d'acheter, par exemple. Et on s'aperçoit évidemment que dans ce marché, celles qui ont le plus vendu là sont les personnes qui avaient acheté assez récemment, en fait, entre 1 mois et 3 mois, et 3 mois et 6 mois. Donc on a en fait, et on s'aperçoit maintenant en fait surtout que les whales, hein, donc celles qui détiennent, les adresses qui détiennent depuis longtemps, on continue à accumuler là. On a accumulé pendant toute la période, pendant tout, enfin, en particulier à partir de 30 000, mais enfin autour de 30 000, mais pendant tout le crash en fait. Quelques mots rapides en fait sur les mineurs, juste sur le comportement des mineurs dans ce crash. Voilà, donc eux, ils ont pris très sérieusement. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un peu la façon dont sont organisés les pools hein, de minage. Aujourd'hui, il y a une ferme de minage, même un data center ne peut pas rivaliser hein, avec des pools. Ils sont obligés de se mettre donc en pool. Ça veut dire que vous voyez donc à droite, les mineurs individuels, ça peut tout à fait être des fermes. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en Chine. Il y en a qui peuvent être
il y en a qui peuvent être aux US, qui peuvent être partout dans le monde, mais une grande partie, en fait, sont basés en Chine, dans ces mineurs individuels. Et donc, ce sont les premiers à recevoir donc, les dividendes, à recevoir les bitcoins qu'ils ont émis, hein, donc les 6,25 bitcoins qui sont émis à chaque bloc ajouté. Donc, c'est le pool, donc au milieu, là, qui le reçoit en premier, le Coinbase, et qui le redistribue donc, au prorata à tous les différents mineurs. Donc, parmi ces mineurs, il y en a un nombre important qui ont commencé à plier bagages vers le Kazakhstan, la Russie, les États-Unis, avec tous les problèmes, hein, que ça peut engendrer, parce que finalement, Kazakhstan et la Russie, c'est moins stable politiquement, entre guillemets, et économiquement aussi, et les US, c'est beaucoup plus cher. Donc, en fait, ce que regarde ici Coinmetrics, c'est la façon dont ces premiers mineurs ont distribué. Et donc là, on voit que ce sont les coins qui ont été envoyés qui ont été dépensés par ces mineurs et en forte augmentation. Parce que voilà, ils sont obligés à la fois ils prennent des profits et en plus ils veulent assurer les opérations pour ceux qui doivent s'en aller. Donc il y a quand même une réelle, il y a un impact en fait qui est clair. On voit aussi qu'ils ont envoyé beaucoup de tous ces mineurs, hein, ils ont envoyé beaucoup de bitcoins sur des bourses d'échange à mesure que le prix s'effondrait. Donc généralement pour les liquider. Donc il y a quand même une réaction réelle des mineurs. On voit bien qu'ils ont ils ont commencé à distribuer alors que depuis un moment en fait ils avaient cessé de distribuer. Donc là ils se sont remis vraiment clairement, mais c'est pas non plus dramatique en fait. Ce sont des mouvements, vous voyez, qu'on aurait pu qu'on retrouve aussi dans des corrections. Je veux dire, c'est pas non plus aussi dramatique que ça. Et c'est un peu ça le truc, c'est que dans tous les indicateurs que moi je suis, je trouve pas que l'impact psychologique est important, mais je trouve pas qu'en termes de cycle et en termes de, on va le voir, mais je trouve pas que ça soit si dramatique que ça en fait. Vous voyez, on voit qu'ils commencent à redistribuer un peu, mais finalement, ça c'est la nette position en fait. Qu'est-ce que font les mineurs de leurs tokens? De leur Bitcoin? Est-ce qu'ils les distribuent? Donc quand c'est dans le rouge, là ils les distribuent, ou alors quand c'est dans le vert, ils les conservent. Donc quand ils les conservent, généralement c'est bullish, hein, c'est-à-dire ils attendent que ça monte pour pouvoir évidemment les dépenser. Mais en gros, là, il les distribue. OK, bon, c'est normal aussi, mais c'est pas aussi important que ça. Idem pour le hash rate. Moi, je pense que le hash rate n'a pas chuté fondamentalement. Alors que, bon, vous voyez, ça pourrait avoir un impact dans le sens où le hash rate, c'est l'ensemble des ordinateurs sur le réseau. Donc, s'il y en a quand même pas mal qui décident de migrer pendant une période donnée, ils pourraient éventuellement se déconnecter. Et ça a fait d'ailleurs baisser la difficulté, puisque vous savez que plus il y a de mineurs sur le réseau, plus c'est difficile de miner. Toujours avec l'idée qu'un Bitcoin, que les blocs doivent être ajoutés toutes les 10 minutes à la blockchain, parce que voilà, c'est en fait c'est une monnaie qui doit être émise dans le temps, toutes les 10 minutes, jusqu'à un certain temps. On sait qu'il y en aura 20 millions, 21 millions, mais ils seront tous émis en 2140. Donc voilà, toutes les 10 minutes, en gros, c'est ça. Et donc, plus il y a de mineurs, plus c'est difficile pour s'assurer que ce soit toujours les 10 minutes. Mais donc, quand il y a des mineurs qui s'en vont ou qui éteignent leur rack, eh bien, ça fait moins de monde, le hash rate diminue, la difficulté diminue. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut aussi avoir moins de pression sur le prix parce que, évidemment, plus c'est difficile de miner les bitcoins, en fait, plus la difficulté augmente, donc plus eh bien, ça coûte cher aux mineurs. Et donc, évidemment, pour qu'ils soient rentables, il faut qu'ils baissent, il faut que le prix du bitcoin augmente, sinon il y en a qui capitulent en fait. Et donc, soit ils capitulent, soit le prix augmente. Et donc, c'était un driver. En fait, c'est un des éléments qui joue en fait sur la pression à la hausse en tout cas des bitcoins. Et on voit que là, donc ce sont les derniers chiffres de la difficulté, on voit qu'elle est en forte baisse. Elle s'ajuste tous les 15 jours alors que le hash rate s'ajuste en permanence. Donc on va voir, mais encore une fois, c'est pas dramatique. Enfin, moi je trouve que c'est une chute qui est plutôt on avait déjà vu ce type de correction, notamment quand il y avait eu des problèmes en Chine quand il y avait eu des problèmes dans une usine de charbon qui ne pouvait plus alimenter certains data centers ou certaines fermes de minage. On avait déjà vu ce type de correction, c'était là il y a à peine un mois, donc c'était en avril. Donc voilà, c'est pour le moment, en tout cas,
de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas du point de vue de la crypto-économie, je ne pense pas que ça soit dramatique pour le moment. Ça va plus, le réseau va s'ajuster. On voit bien que la difficulté vient de s'ajuster. Les mineurs vont se rebrancher ailleurs. Il y a des places qui vont peut-être être prises ailleurs. Ça va sans doute décentraliser un peu plus le Bitcoin, ce qui est une bonne chose. Le fait qu'il y ait 60%, 65% des mineurs en Chine, ça pose aussi des problèmes, ce type de problème en fait. Que du jour au lendemain, on puisse avoir un État qui décide de poser un problème au réseau, et c'est le cas en fait. Donc effectivement, si on a plus en tout cas de décentralisation géographique du minage, c'est une bonne chose, à mon sens. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que par contre, il y a un impact qui est clair, c'est sur la psychologie du marché. Donc là, on n'a jamais été aussi bas pour le moment, en tout cas dans ce marché haussier. Donc là, oui, c'est le Fear and Greed Index qui prend en considération un peu les réseaux sociaux évidemment, mais ils font des surveys, ils font voilà, ils font plein de checks, ils demandent pas mal, ils font je me souviens plus du mot, je sais pas pourquoi, mais ils font des enquêtes d'opinion et donc voilà, ça n'a jamais été aussi bas, mais bon, à la rigueur, c'est pas non plus, c'est assez normal. Je vais pas minimiser l'impact. Il y a un impact qui est réel. Et maintenant, ce que j'aimerais essayer de voir, c'est est-ce que on est toujours en marché haussier ou est-ce que on est reparti dans un marché baissier, quoi. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'aimerais vous montrer, mais je vais essayer de vous montrer des charts. Essayer de voir si je peux aller les retrouver. Donc, vous voyez, si on prend le Bitcoin, pour le moment, donc là, on a subi. Donc, je vais vous montrer à court terme, en fait, rapidement. Voilà, donc là, c'est la chute du Bitcoin, hein, avec ici le 19 mai, la chute principale. On oscille maintenant dans un range entre donc 30 000 et 42. Tant qu'on est dans ce range-là, pour moi, il n'y a rien à faire. On ne sait pas où ça va aller. Enfin, là, c'est très clair. On voit très clairement que le marché, comme le marché est indécis ou qu'il est sonné, il fait ça généralement. Voilà, il est aussi dans un triangle et il va en sortir par le haut ou par le bas d'une manière ou d'une autre. Personnellement, voilà. Donc s'il repart à la hausse, ça sera bien. Il aura déjà, s'il sort de ce triangle par la hausse, ça sera très bien. Il aura une première résistance, je pense, avec la Simple Moving Average à 200 jours ici, qui avait servi de résistance ici à deux reprises. Ensuite, on va avoir donc, je pense, il y aura un certain nombre de résistances, mais le Bitcoin peut tout à fait repartir à la hausse comme ça et ne faire qu'un rebond, hein. C'est possible aussi après ce type de chute quand même assez vertigineuse, on peut tout à fait repartir, avoir un rebond, par exemple venir chercher la liquidité. Donc là, on a un creux de liquidité ici qu'on voit bien ici, qui est tout à fait, qui est très clair en fait avec cet indicateur, c'est le nombre d'UTXO. En gros, c'est le nombre de transactions. Les UTXO, vous savez, c'est l'élément comptable, hein, du Bitcoin. C'est, par exemple, quand vous transférez un Bitcoin, généralement, vous transférez un ensemble d'UTXO. Et donc, ils sont organisés, vous savez, en arbre de Merkel. Ça permet justement de remonter rapidement aux transactions, de savoir, pour que les mineurs sachent si vous avez bien le droit de faire la transaction. En gros, ça permet de savoir le nombre de transactions qu'il y a à un certain niveau de prix. Et généralement, ça sert de forte résistance. Et quand il y a des gaps comme ça, quand il y a des creux de liquidité ici, très bien marqués, hein, par ce type d'indicateur, ils viennent généralement ils viennent être comblés. Traditionnellement, ils sont comblés. Il y en a aussi un ici qui est moins évident, mais il y en a un ici. Donc, potentiellement, on peut avoir un rebond jusqu'à 52, j'en sais rien, on verra. Mais moi, ce que je vais faire, en tout cas, vu l'incertitude maintenant dans laquelle on est, je ferai, en tout cas, si on sort par le haut, des prises de profit au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive là, ne serait-ce que si on est dans un cas de rebond, ce qui est assez classique, hein, quand on a une bulle, hein, donc on a généralement un effondrement brutal de la bulle, un bull trap, donc un rebond, et suivi du bear market. Donc voilà, si jamais on descend en dessous des 30, personnellement, je vais vendre une partie de mon portefeuille en attendant que ça remonte. Mais après, on sait pas très bien jusqu'où ça peut aller. Attendez. On ne sait pas forcément jusqu'où ça peut aller. On sait, la plupart des analyses que je peux lire, c'est qu'on va autour on peut descendre jusqu'au 20, 14, 20, 15. Donc voilà,
après, compte tenu de l'incertitude, je pense qu'il ouais, y a des prises de profit qui doivent être faites, je pense, en tout cas. Pour le moment, j'en ai pas fait, pour être franc, parce que je ne suis pas du tout certain que le marché haussier soit terminé. Et puis, bon, voilà, j'avais acheté il y a un certain moment, donc j'ai pas non plus de... j'ai pas non plus trop de... Bah, j'attends de voir, je préfère attendre de voir, en fait. Alors, attendez. Bon. J'ai le RSI, en fait, que je voulais vous montrer, mais qui... je vais juste vous montrer. Donc, voilà, il y a le RSI ici qui est... qui suit une tendance quand même depuis un moment aussi. Voilà, une tendance plutôt baissière. Vous voyez, depuis un moment, c'est pas nouveau, en fait. Il avait continué à baisser. Alors, est-ce qu'il peut continuer à chuter? Oui, c'est tout à fait possible qu'il revienne là, hein. Tout à fait possible qu'on assiste à un rebond ici et encore un ici. Ça peut durer un moment, ça, je pense. On a un MACD qui est quand même, on est en daily, hein, là, on est en USBTC daily. On a un MACD qui est quand même, voilà, qui quand même repart à la hausse avec donc une moyenne mobile qui repasse au-dessus. Voilà, qui repasse au-dessus. Donc, théoriquement, ça veut dire qu'on repart à la hausse. Bon, ça reste de l'analyse vraiment technique rapide, hein, c'est pas non plus. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est un peu pareil pour Ethereum, pour être franc. On est dans un range exactement pareil. Vous voyez, on a perdu 60% entre le top et le bas, et le bas de la correction. On est dans un range pareil, hein, entre 2930 et 1700, 1718. Et pareil, ça aussi dans ce range. On faudra voir jusqu'où ça peut sortir. Personnellement, je vois bien Ether sortir et chercher. Là, on a un gros gap de liquidité ici qui n'a pas du tout été comblé. Je le vois bien ressortir par le haut. On verra, en fait. Mais tant qu'on est dans ce range, pour le moment, personnellement, je ne touche à rien. Donc, voilà. Je vais essayer de revenir. Juste, ce que j'aimerais voir avec vous rapidement maintenant, c'est sur les indicateurs on-chain qu'on peut suivre. Il y en a quelques-uns qu'on peut regarder. Je vais me remettre en... Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet indicateur, là, en fait, ce n'est pas un indicateur, c'est juste une comparaison des marchés haussiers, en fait, des différents marchés haussiers. Ça me laisse penser et c'est en fait en regardant ce type de graphe que je me dis qu'on n'est pas fondamentalement ou forcément, hein, au bout de ce marché haussier. Donc, voyez, si on les compare en termes de longueur, pour moi, on avait... voilà, vous savez, hein, ça fonctionne par halving, hein, historiquement, les marchés haussiers ont été drivés par des halvings. Alors, c'est la rémunération des mineurs. Alors, attends, j'ai juste de l'écho là d'un coup. Je sais pas si c'est bon. Donc, c'est la rémunération des mineurs qui est divisée par 2 du jour au lendemain. Donc, c'est tous les 210 000 blocs. Donc, le dernier, c'était en mai 2020, l'année dernière. Et du coup, ça a lancé ce marché haussier, mais c'était pareil pour tous les autres cycles, en fait, tous les autres marchés haussiers, ce qu'on avait dit dans la dernière présentation. Et que, voilà, à partir en gros, à partir des halvings, généralement, vous voyez, par exemple, si on prend celui de 2017, là, au milieu, en orange, vous voyez que c'est assez long. Enfin, c'est pas des en gros, ils ont été jusqu'à maintenant assez cohérents, en fait, assez consistants. Et c'était un peu tout l'objet finalement de l'analyse on-chain, c'était de dire que finalement, les 2 cycles précédents, en fait, depuis les halvings, euh, ont été assez cohérents en termes à la fois en termes enfin, le réseau, en gros, se comportait de la même manière, quoi, et aussi en termes de durée. Avant qu'on atteigne le pic, c'était passé un certain temps. Alors maintenant, est-ce que les market makers qui arrivent aujourd'hui sur le marché le savent et ont décidé de berner tout le monde? Peut-être, ça, je peux pas vous le dire. En tout cas, moi, ce que je faisais, c'est que j'analysais tous ces indicateurs, je les analyse encore, et pour le moment, et ce que j'aimerais voir avec vous, on n'est pas non plus sorti du cycle, quoi. Vous voyez ici, ça pourrait, si on regarde au milieu, c'est dommage que vous ne voyez pas ma souris, mais en gros, vous voyez là où il y a la flèche donc avec l'effet de loupe, on voit bien qu'il y a une correction qui était quasiment au même moment sur les cycles de 2013 et de 2017, et que celui actuellement arrive maintenant, mais on était un peu sur le même genre de correction, donc très forte. Si on continue, on a aussi le Net Unrealized Profit and Loss, qui est un indicateur en fait qui est assez connu, mais qui dit que en gros, si jamais tous les détenteurs de Bitcoin les vendent maintenant, est-ce que le réseau est en profit ou en perte, en gros, quoi. Donc en gros, est-ce qu'il est au-dessus de 0
vous voyez, il y a 0. Donc, vous voyez, sur le côté à gauche, vous avez des chiffres donc, qui vont de 0 à 0,25, 0,5, 0,75. Et donc, justement, à 0,5, on a une limite, donc les 50% de market cap. En gros, on a 50% du réseau qui est encore en profit et donc qui a là servi justement de support. Mais on voit bien que dans les cycles précédents, vous voyez que dans le cycle de 2017, il a servi à 4 reprises. En fait, il est sorti, le NUPL est passé dessous 2 fois et après, il a servi 2 fois de support. Et idem en 2013. Donc, est-ce que cette correction est dramatique quand on regarde ce type au regard des cycles et quand on regarde ce type d'indicateur? Pas pour moi, en fait. Vous voyez et d'ailleurs, quand on dézoome, vous voyez bien que totalement à droite, quand vous regardez l'ascension du Bitcoin, du prix du Bitcoin par rapport à la correction, finalement, c'est pas, c'est super impressionnant, mais c'est pas si dramatique que ça. Idem pour le stock to flow. Que vous connaissez tous maintenant plus ou moins, vous voyez, c'est un indicateur qui est utilisé pour l'or, pour l'argent, pour les métaux précieux, qui, en gros, c'est le temps qu'il faut avec la production actuelle de Bitcoin pour remplacer le stock actuel. Vous voyez, et donc, c'est utilisé aussi pour l'or. Et donc, voilà, on s'est aperçu quand même que finalement, ça matchait assez bien. Donc, il y a une trajectoire qui est prévue et que pour le moment est suivie presque à la trace. Alors là, on voit que pour le moment, ça suivait à la trace. Si vous regardez vers la gauche l'année 2013, vous voyez bien donc les lignes pointillées verticales, ce sont les halvings dont je viens de vous parler. Donc vous voyez, et c'est encore plus clair là, quand à chaque fois qu'il y a eu un halving, donc en gros, ce sont les bitcoins qui sont mis en circulation, qui sont divisés par 2 du jour au lendemain. Et donc, forcément, ça crée un effet de rareté. Et donc, historiquement, ça a engendré ces marchés fortement haussiers hyper rapidement. On voit bien qu'en 2020, c'est pareil. On a exactement en fait, ce marché haussier assez fort. Sauf que là, donc vous voyez, on a plusieurs phases après qui se répètent. Je pense que, d'après ce qu'on peut voir, on peut tout à fait être dans un style de marché haussier du type de celui de 2013, avec une poussée haussière avec très peu de correction. Et par contre, une très forte correction d'un coup. Puis, alors, donc, le marché sonnait pendant 3-4 mois, puis repart, et on repart à la hausse. Est-ce que ça va être ça? J'en ai pas la moindre idée. Mais ça peut être ça. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sorti pour le moment, à mon sens, des cycles. Du cycle haussier. Mais est-ce qu'il peut y avoir encore des corrections? Est-ce que le prix peut descendre encore? Oui, c'est une possibilité. Est-ce qu'il va stagner pendant un moment? C'est ma conviction. Je pense que là, le marché est sonné et qu'on va stagner pendant les 2-3 prochains mois avant de éventuellement repartir à la hausse. Mais voilà, je peux tout à fait me tromper. Voilà, moi, je reprends juste ces indicateurs-là, j'essaye de les analyser. On voit bien que donc le difficulty rebound, c'est la difficulté dont je vous parlais tout à l'heure. Ils en ont fait des moyennes mobiles. On s'est juste rendu compte, vous savez, la difficulté, c'est plus il y a de mineurs, plus c'est difficile d'ajouter les blocs. Et donc, cette difficulté que je vous ai montrée tout à l'heure, ils ont fait donc des moyennes mobiles à 200 jours, 128 jours, vous voyez, en haut, 90 jours, 60 jours. Et historiquement, on s'est juste rendu compte que quand ces moyennes mobiles se contractaient ou se croisaient, eh bien, c'était des signaux acheteurs. Comme on voit en octobre, en fait, fin octobre 2020, ils se sont contractés. En fait, c'était en mi-novembre, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais moi, je me souviens, en fait, quand ils se sont contractés, ça faisait déjà 2 mois que ça montait. Et j'étais je me demandais vraiment ce qui se passait, quoi. Parce qu'on s'attendait à une correction, mais en fait, dans ce marché haussier-là, il y a eu assez peu de corrections, en fait, pour le moment. On voit bien, elles étaient tous à 26, 30%, comparé à 2017, toujours, bien sûr. C'est énorme, 30% de correction sur n'importe quel autre actif, c'est gigantesque. Mais là, on est sur un actif, par définition, extrêmement volatile. Et donc, voilà, on va voir ce que ça peut donner. Après, il y a d'autres… ouais, ça, c'était un peu le cycle sur lequel on se basait. C'était une… Alors, attendez, il y a mes enfants qui arrivent. Attendez. Attends, mais je suis en… Sophia, tu peux aller… Désolé pour ce petit… Ouais, donc, c'était ma fille qui voulait venir me dire quelque chose. Donc, voilà, ça, c'est en fait, c'est la représentation logarithmique en fait, du Bitcoin. Et bon,
historiquement, elle était plutôt respectée. On voit bien que les tops avaient été trouvés grâce à cette représentation. Pour le moment, on n'est pas du tout encore en haut. On est repassé en fait sous la ligne médiane, hein, qui est en fait sont des retracements de Fibonacci. Et bon, historiquement, c'est possible de repasser dessous. En fait, c'est même ce qui s'était passé en 2013. Hein. On voit bien, on était repassé pendant un moment dessous, ce qui est en train de se passer. Hein. Moi, je ne serais pas étonné qu'on fasse à peu près le même genre de move qu'en 2013, hein, où voilà, on reste dessous, le marché est sonné, il évolue doucement et repart à la hausse. Après, d'un coup, est-ce que ça va être ça? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, voilà, donc ça c'est en zoomé, mais pour le moment, personnellement, moi j'attendais à ce qu'on aille chercher une dernière patte haussière en fait dans ce marché haussier. On a eu l'inverse et voilà, maintenant, est-ce que le marché haussier va durer encore un peu? Je ne peux pas vous dire, on verra. Et certains analystes ont finalement des visions, considèrent que cette analyse en fait algorithmique est pas assez précise puisque finalement les rendements du Bitcoin en fait diminuent en fait. C'est le cas évidemment, mais toute proportion gardée. Mais ce qu'il dit, c'est que finalement, voilà, on oscille, ça va décroître et que finalement la représentation que je viens de vous montrer n'était pas assez correcte en fait. Elle n'est pas correcte. Elle aurait dû descendre un peu plus. Bon, enfin, là, après, on peut tout analyser, de cette manière-là. Ce qui est intéressant de voir, selon moi, c'est qu'on n'est pas, en tout cas, sorti complètement du marché haussier pour le moment, à long terme, à déterminer en tout cas. J'imagine pas 3 ans en fait de bear market là, mais je peux me tromper hein, évidemment. Et par contre, à court terme, c'est trop difficile. Tant qu'on est dans le range, je peux pas vous dire. Donc voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre si vous voulez. Je vais juste aller fermer la porte parce qu'il y a un petit peu de bruit. J'arrive. Alors, Alors oui, une petite question de Franck sur les sources. Tes sources potentielles, des sites, est-ce que tu aurais des recommandations de sites alors bien sûr, il y a toujours des accès payants, des accès. Donc là, ouais. on profite vraiment de toute ta science et aussi de tous tes accès. Et merci beaucoup encore une fois hein, pour cette présentation plutôt très précise et puis factuelle, quoi. Hein. Ah, Donc, ouais, j'espère que c'était clair. complètement. Il y a, il y a une page qui est très bien faite. En fait, si vous voulez de gratuit et vraiment efficace pour savoir se situer dans le cycle, c'est Look into Bitcoin. Vraiment pas mal. Parce que là, vous avez toute une série d'indicateurs, dont certains dont je vous ai parlé, qui sont vraiment bien faits et qui permettent assez facilement de se situer dans le cycle. Il y a aussi des sites comme WillyWoo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Willy, alors WOO, qui est un des premiers à avoir fait cette analyse on-chain. Et il a un site où il y a beaucoup d'indicateurs. Alors après, faut se plonger dedans, mais justement, il est bien fait parce que tous les indicateurs sont expliqués. Et après, bon, sinon, vous avez Glassnode, Coinmetrics. Après, il y en a toute une batterie. Hein. Vous pouvez vraiment, ils sont payants, mais il y a généralement certains indicateurs qui sont disponibles gratuitement. Mais après, ouais, généralement, Coinmetrics, c'est hors de prix, Skew aussi. Mais Glassnode, ça va, c'est pas spécialement cher. D'accord. Donc c'est willywoo, substack.com, c'est ça, je crois. C'est Woobull, ouais, woobull.com. Généralement. D'accord. Là, vous avez tous ces indicateurs. Et il faut même sur Twitter, c'est intéressant de le suivre parce qu'il il est assez, ouais, il est assez bullish hein, sur le Bitcoin. Donc, c'est pas toujours objectif. Hein. Il faut pas hésiter à recouper avec d'autres analystes. Ouais. Excellent. Il y avait également une autre question. Question de Raphaël. Tu as parlé des manipulations. Y a-t-il des gens qui ont intérêt à couper ici le marché haussier? Ouais, alors effectivement, il y a quand même pas mal d'instits, à mon avis, qui ont, je sais pas, soit pas forcément raté le coche, mais il y a eu un FOMO à un moment. Je pense que
Effectivement, il y a plein d'instits qui avaient intérêt à ce que le prix redescende dans ces eaux-là, effectivement, pour investir. On sait qu'il y a il y a eu pas mal de whales qui ont accumulé, on a vu pas mal d'adresses accumulées là, à 30 000, hein, c'est clair. Donc oui, ils avaient forcément intérêt ils savaient très bien qu'il y avait pas mal de retail qui était arrivé justement, mais c'est le cycle d'une bulle traditionnelle en fait. Il y a les retail qui arrivent après. Et on est dans un bull trap potentiellement en ce moment. C'est pour ça que voilà, je pense que si ça remonte, s'il y a un rebond, par exemple pour les Ethers autour des 3005, 3005, ouais, je pense que là, si on retourne autour des 3005, je pense que je vendrai mes Ethers. Une question sur la reprise du marché de manière générale des alts. Comment Ouais. tu vois ça? Et puis comment finalement quel est le sous-marché qui a été le plus impacté, si c'est possible de parler de sous-marché, entre la DeFi, les NFT, les DEX, enfin, etc. Enfin, est-ce que Ouais. tu as peut-être une vision un peu claire là-dessus? Je sais pas si c'est évident, mais. Alors, il y a pour le moment, en fait, vous savez, on a ce qu'on appelle on a donc tous les altcoins qui sont encore comparés au Bitcoin. Pour combien de temps, je ne sais pas. Pour le moment, ça fait encore du sens. Donc on a ce qu'on appelle des alt season, où on a donc où on compare la market cap du Bitcoin en gros à la market cap de toutes les autres alts. Et en ce moment, depuis un moment, d'ailleurs, on a une dominance des alts par rapport au Bitcoin qui est à son plus haut. Donc voilà, on est vraiment au plus haut avec son paroxysme, avec donc l'accélération des Ethers il y a 2 semaines et de tous les alts avec entre guillemets ce qu'on appelle aujourd'hui les shitcoins. Hein, donc c'est tout ce qu'on appelle Dodge, tous les Chihuahua, les SafeMoon, tous ces trucs, mais qui ont quand même engrangé énormément enfin, des milliards quand même. Hein, c'est quand même des capitalisations considérables quand on voit des SafeMoon qui sont au-dessus de projets comme Cosmos ou comme, enfin, je sais pas, ou comme Chainlink. On se dit que voilà, c'est l'aberration de marché aussi violent. Et d'ailleurs, c'était un indicateur de haute bulle de marché haussier. Euh, Quel marché a le plus pris? En fait, là, ils se sont tous finalement, ils ont tous perdu énormément, mais autant que on reste dans les mêmes proportions, étonnamment, puisque même après le crash, on a encore une dominance importante enfin, de l'ensemble des alts par rapport au Bitcoin. Donc, et quand on voit là actuellement ceux qui reprennent extrêmement bien, c'est un peu ceux qui ont bien marché aussi. C'est Solana, enfin, c'est les plateformes de blockchain comme Solana, comme Terra, aussi les second layers, comme on voit bien, c'était Polygon avec Matic qui marche extrêmement bien en ce moment. Il y a la DeFi et continue à bien se comporter, mais ça ne m'étonne pas, elle va continuer à bien se comporter. Ça dépend. Bon, après, c'est étroitement corrélé à Ethereum et au Bitcoin. Donc. Hmm. Ah, c'est une belle transition parce que prochaine question, s'il n'y a pas d'autres questions d'une autre personne, c'est notamment ta vision là, sur Ethereum. Donc on sait que là il y a comment dire, c'est un peu l'année historique pour Ethereum, hein, 2021, avec notamment des échéances en juin-juillet sur le IP 1559. Ouais. Il y aura également enfin, le sharding qui va être déployé, et puis le roll-up. Et puis l'autre point, c'était surtout le proof of work au proof of stake. Tout ça, c'est des échéances hyper importantes. Est-ce que tu as des infos sur... je sais que tu es un grand fan d'Ethereum, je le dis aussi, je crois, en tout cas de ce que j'ai compris. Comment tu vois les choses de l'intérieur d'Ethereum, ouais. Moi, je constate juste que, en fait, effectivement, pour le moment, la seule plateforme, donc c'est la première, hein, ils ont le first move avantage. Pour le moment, c'est la seule où il y a un réel effet de réseau avec des milliers d'applications et toute la défi est construite sur Ethereum, ce qui engendre évidemment, comme on sait, des frais ingérables, qui sont assez bas en ce moment d'ailleurs. Mais parce que, donc voilà, en ce moment, effectivement, il va se passer énormément de choses. Il y a plusieurs échéances importantes qui vont impacter en fait, l'économie des Ethers. Et ça, je pense qu'il y a pas mal justement, je l'ai lu à plusieurs reprises, mais il y a pas mal d'instits qui ont commencé à comprendre ça, je crois, que avec le IP 1559 qui va redéfinir la façon dont les fees justement seront déterminés, eh bien, on va avoir une part importante des Ethers qui vont être brûlés. Donc,
des émissions de Bitcoin. En gros, les Ethers vont potentiellement devenir déflationnistes. C'est-à-dire il va y avoir plus d'Ethers qui vont être brûlés que d'Ethers qui vont être créés. Et ça va avoir un effet parce que, donc, d'un côté, avec les fees, le IP 1559, donc on va brûler une partie des fees. Il y a des Ethers qui vont disparaître. Comme tu disais, avec le Proof of Stake, ce qu'il faut voir avec le Proof of Stake, c'est que ça coûte 100 000 fois moins cher aux mineurs d'ajouter un bloc à la blockchain sous le Proof of Stake que sous le Proof of Work, parce qu'il n'y a plus les machines, il n'y a plus... et c'est d'ailleurs Vitalik Buterin l'a dit la semaine dernière en disant, regardez, nous, Ethereum, on va consommer 99,9% de moins d'électricité d'ici un an. Et donc, ça change tout. Vous ne pouvez pas nous attaquer si on fait tout ça pour ça, justement. Et du coup, qu'est-ce que ça va engendrer surtout, c'est que, et il l'a dit à plein de reprises, l'émission des Ethers, il n'y a pas besoin de créer autant d'Ethers qu'avant, quoi. Et donc, il l'a dit, lui, clairement, on va couper le nombre des Ethers par 2. Et donc, voilà, c'est un effet supplémentaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 fois moins d'Ethers en plus qui vont être créés. Et vous ajoutez à ça, en fait, le fait que, vous savez que le Proof of Stake, vous mettez en gage vos tokens pour devenir mineur. Part du principe que, en gros, plus vous avez d'intérêt dans le réseau, moins vous avez intérêt à ce que ça se passe mal, quoi. En gros, ces mécanismes servent à sécuriser le réseau, donc plus vous avez de tokens en gage, voilà. Ce qu'il faut capter, c'est que avec ces Ethers, il y a un nombre important d'Ethers qui vont être mis en gage, donc ils sont hors circulation. Il y en a 4 millions actuellement. Et voilà, on est dans la première phase d'Ethereum 2.0. Il y en a 4 millions, c'est quand même beaucoup. En tout, il y a 110 millions d'Ethers en circulation, de mémoire, un peu plus peut-être. Et donc voilà, c'est important quand même. Plus tous ceux qui sont stakés dans la DeFi, il va y avoir un effet de rareté, à mon avis, qui est très clair sur les Ethers. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses, mais ça fait beaucoup d'éléments. Et puis il y a une réelle utilité, quoi. Les Ethers, Ethereum, c'est un truc énorme. On n'a pas d'écosystème sur la Binance Smart Chain, sur Solana, puis même sur tous les autres, sur Cardano, sur Neo, sur EOS, sur Wave, il n'y a rien. C'est des zombie chains. Donc c'est la seule qui offre une véritable utilité. Et il y a des échéances qui vont avoir un effet de rareté sur la circulation qui est pour moi extrêmement bullish, en fait, je pense, à moyen long terme. Parce que c'est vrai qu'on l'opposait souvent, enfin, avec Bitcoin qui était capé, Ethereum qui n'était pas capé, mais avec cet effet déflationniste de l'EIP 1559, là, plus le Proof of Stake, ça change tout, quoi. Clairement. Bah ouais, ça va avoir un impact. Puis on les stake maintenant, tu vois, on les met dans des pools de minage. Enfin, on les met dans des pools dans la défi, quoi. Tu vois, et ça bouge plus, quoi. Enfin, à mon avis, c'est beaucoup. C'est quand même, on est à une TVL de presque 60 milliards. Elle n'a pas baissé dans le crash, donc c'est énorme. Donc total value locked, c'est ça Oui, tout à fait. C'est le nombre des actifs qui sont lockés dans des pools de la défi, quoi. Merci. Alors ensuite, une question de Raphaël. Comment vois-tu les risques réglementaires sur les zones US et euro ou autres pays qui créeraient un ralentissement du marché? Doit-on considérer cela comme une vraie inquiétude? Alors, personnellement, moi, je vois pas ça comme un problème, en fait. Je vois ça comme c'est une nouvelle classe d'actifs. Ça va pas pouvoir être le Far West comme ça indéfiniment. De toute façon, on le sait. La réglementation actuelle en Europe, on parle d'une échéance à au moins 2 ans, 3 ans, quoi. On n'y est pas du tout encore. Aux US, c'est le Stable Act. Je pense que la première target pour eux, ça va être les stablecoins en tout cas. Parce que c'est de la tokenisation de cash. C'est juste. Et c'est bien. On met $1 en banque, on émet un stablecoin. Quand on veut récupérer son stablecoin, on brûle le stablecoin et on récupère son dollar. D'accord. Le truc, c'est que. Voilà, c'est quand même c'est des milliards. Justement, la market cap des stablecoins a plus qu'explosé en fait depuis dans ce marché aussi en particulier. Pas que les Tether, il y a les USD coins, les DAI, il y en a plein maintenant. Je pense que ça va être les premières targets parce que eux, ils ont leur CBDC à gérer aussi. Je pense qu'ils veulent créer des monnaies de banque centrale. Les stablecoins leur posent quand même un réel problème. Et puis, je pense qu'ils veulent remplacer ces stablecoins à terme par leur CBDC. Donc, je pense que ça va être leur première target, les stablecoins. Après, qu'ils encadrent, je pense que la seule chose qu'ils puissent vraiment faire, et ils ont déjà commencé depuis longtemps, c'est contrôler les points d'entrée de l'argent en fait dans cet univers, à travers les bourses d'échange, à travers les stablecoins, à travers il y en a, ouais, c'est globalement les bourses d'échange, quoi. En fait, en gros, tous les points d'entrée.
de monnaie, ils sont obligés de les, voilà, ils les réglementent. C'est ça la loi Pacte, hein, finalement, c'est ce qu'ils font avec le régime SAN. Ils contrôlent juste les points d'entrée. Après, ils pourront organiser plus, mais je crois que l'urgence, c'est ça pour eux. Et je pense pas, en tout cas, ce marché haussier, je pense pas qu'on soit, en tout cas à court terme, je pense pas que ça soit une menace, non. Hmm. Excellent. Pas d'autres questions particulières? Peut-être un point sur des projets que tu as pu voir récemment, sur lequel tu voudrais enfin, attirer notre attention, ou un peu disruptif, et puis pourquoi pas, je sais pas, si tu Bah, en as. non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est la façon dont ça se développe, quoi, parce que Hmm. moi, je suis en train de travailler sur un projet. Vous savez, j'ai un coaching. Bon, en tout cas, j'ai quelques. Moi, je me force à faire ça. Enfin, c'est pas que je me force, j'adore, hein, mais c'est bien d'avoir ces échéances. Ça permet ça Hmm. oblige d'apprendre régulièrement. C'est très bien. Mais je Complètement. suis en train d'essayer de mettre en place une DAO, justement, faire une espèce D'accord. de fonds d'investissement décentralisé qui investit uniquement Excellent. dans la. Parce que c'est ça en fait qui arrive. C'est ça la finance Hmm. Hmm. décentralisée. Elle va se développer à une vitesse exponentielle en parallèle, hein, de la finance traditionnelle. Il y a pas de, mais c'est un univers qui est en train de littéralement exploser. Ceux qui croient une seule seconde que ça va s'arrêter, c'est faux, quoi. Et j'en entends encore, mais parce que voilà, c'est clairement, c'est une lame de fond, c'est évident, et c'est super intéressant de voir la défi, comment elle est en train de se développer. C'est hyper créatif, hein, de voir tous ces, ne serait-ce que la dernière version d'Uniswap, elle est dingue, tu vois, par exemple. Je pourrais vous en parler peut-être dans la session sur la défi, mais Mhm. Mhm. Avec c'est plaisir, super ouais. intéressant de voir ces automated market makers qui sont en train qui évoluent, qui sont hyper créatifs. Synthetix, c'est génial quand on regarde Synthetix, c'est fou comme truc. Donc ça, et il y a, voilà. Donc oui, la défi, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Puis on a évidemment tous les NFT qui sont en train d'exploser. Euh, voilà, et ça va se répandre, je pense, petit à petit. Il y a de plus en plus de grosses corporations qui utilisent les NFT. Après, on a évidemment tout l'Internet des objets avec des projets comme IOTA, il y en a plein. Enfin, je pense qu'il y a, voilà, on assiste à la naissance d'une classe d'actifs, à la naissance d'un. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais bon, les cartes de crédit ont été inventées avant Internet. On a la monnaie qui va permettre d'échanger sur Internet, c'est clair. Ah non, je serais bien curieux d'en savoir plus sur ta DAO, ouais. Ouais, mais c'est super intéressant parce que voilà, on a une DAO qui est gérée de manière complètement décentralisée par les membres, hein. Tu t'inscris, tu connectes avec ton MetaMask et tu votes sur les placements que va faire la DAO directement Mhm. sur la Mhm. défi. Donc, c'est super, c'est démocratique, quoi. En tout cas, c'est Mhm. décentralisé et c'est pas sans risque, mais c'est super intéressant Mhm. ne serait-ce que de se plonger dans le truc, quoi. Ouais, complètement. Peut-être ouais, effectivement l'objet d'un séminaire, enfin un webinar, ou même peut-être le greffer à la défi, à voir. Ouais. Une autre question de Eder Tredern. Quel peut être l'impact de l'évolution de la fiscalité au niveau mondial sur les cryptos? CF réunion au CDE en juillet. Bah, nous, de toute façon, en France, je veux dire, ça peut être que mieux. Je veux dire. Nous, on a notre flat tax à 30%, mais bon, voilà, en même temps, on sait à quoi s'en tenir. Je ne vois pas. Il y aura sans doute une harmonisation européenne, je le souhaite en tout cas, pour nous. Mais je sais pas, j'avoue que c'est pas un sujet que je maîtrise vachement bien, même si j'ai fait la déclaration récemment que c'était pas si complexe que ça. Hmm. Non, je vois pas trop pour le moment. Non, le seul truc qui va se passer, peut-être, je suis désolé, je peux pas trop dire de ce point de vue-là au niveau européen, ça, j'ai pas assez d'éléments, mais euh, je pense que la prochaine target, ce sera effectivement les stablecoins. Pour le moment, quand vous changez vos tokens en n'importe quel de vos cryptos en stablecoin pour conserver vos plus-values, vous n'êtes pas éligible en fait à l'impôt sur les plus-values en France. Ça, c'est sans doute quelque chose qui va évoluer. Moi, je parlais à plusieurs avocats là-dessus. Ils m'ont dit qu'on avait encore au moins un an ou deux, 2 ans facile là-dessus, parce que ça prend du temps. Je pense qu'il faut en profiter là, justement. Oui, on a encore une période, c'est un peu le dernier marché haussier, je pense, où avec autant d'euphorie et autant d'absurdité. Remarque, il y a pas des bulles enfin, il y a d'autres marchés qui sont en bulle, hein, il n'y a pas que les Bien cryptos, sûr. Hmm. mais évidemment spécialement les cryptos. Hmm. Alors, tu as parlé des grandes tendances DeFi, NFT, la DAO, la tokenisation, peut-être d'autres formes de tokenisation sur d'autres marchés, assurance, immobilier ou autre. Qu'est-ce que serait pour toi
prochains cas d'usage très concrets, comme la DeFi aujourd'hui, hein, et les Ouais, NFT. oui, oui, ça va être ça, mais ça existe déjà. Ça existe déjà, ouais. Ouais, ouais, c'est des. Bah, tu prends un appartement tu achètes avec une société traditionnelle, que tu tokenises avec des NFT ou pas d'ailleurs. Tu n'es pas du tout obligé de faire des NFT. Mm. Il y a déjà des boîtes aux US qui font ça Mm. avec des appartements et puis qui distribuent tous les mois les revenus de location, quoi. Et ça se fait. Mm. L'avantage comparé à ce qui se fait aujourd'hui, c'est que tu peux vendre des parts de ton appartement en milliers de parts hyper facilement, de manière hyper sécurisée à des gens que tu connais pas au Japon. Ça fluidifie complètement le réel, en fait, d'une Mm. certaine manière. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? J'en sais rien. Je ne porte pas de jugement de valeur, mais en tout cas, un truc est clair, c'est que ça va permettre ça va faire exploser ça va créer Internet de la valeur. Aujourd'hui, on était Mm. obligé de passer par des intermédiaires. Ça va plus être le cas. Très bien. Impeccable. Peut-être d'autres questions? Je crois qu'on est bon. Non, je tiens à te remercier énormément pour ce petit topo là, vraiment Non, super intéressant. merci à toi. Si jamais, enfin encore une fois, je peux que vous encourager à vous inscrire aux formations de Stanislas et au coaching commun. Et puis dans tous les cas, si on peut se retrouver, comme on a dit, toutes les 2 semaines avec un petit topo, Stanislas. Euh, Tant que je vous apporte de la valeur, il y a pas de problème, hein. Vous pouvez aussi aller voir. J'ai une chaîne YouTube où il y a plein de vidéos gratos. Donc, il y a il y a beaucoup d'éléments aussi là-dessus. Donc la chaîne YouTube de Blockchain Expert, c'est ça, Ouais, hein. si ça vous intéresse, là, C'est clair. Parfait. Merci encore, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et à très bientôt pour la prochaine session qui est avec Tezos jeudi soir prochain. Enfin, donc dans 2 jours. Ça marche. Bonne soirée. Merci encore, bonne soirée. Merci beaucoup. Salut. Salut, Ciao. au revoir.